Je vais passer la parole tout de suite à Sabine Girard pour confronter un autre point de vue de cette construction. Sabine, oups, Sabine est, hein, j'ai un peu de problème avec mon écran. Vous m'excusez. Ah, Sabine est ingénieure des ponts et des eaux et des forêts. Elle est chercheure en géographie sociale à un laboratoire relié à l'Université Grenoble-Alpes et experte en ingénierie de la participation. Elle s'intéresse aux transformations de l'action collective et publique dans les territoires ruraux face aux enjeux écologiques et climatiques, en particulier autour de l'eau, de l'urbanisme rural et des systèmes agroalimentaires. Sabine, de 2014 à 2020, a été élue municipale dans la commune de Sayance, de, référente sur les questions de gouvernance et de l'environnement. Sabine, la parole est à toi. oui. Alors, bon, je pense que j'ai effectivement beaucoup de similitudes avec Pierre Leroy, notamment sa question d'urbanisme, mais finalement, pour des questions de temps, je ne vais pas vous parler d'urbanisme et de plan d'urbanisme, mais plutôt de questions de gestion de l'eau. Et je vais vous présenter un travail qui a été fait avec notamment deux collègues chercheurs, donc Niels Ferrand, dont tu as déjà parlé, Pierre Leroy, et Emmeline Hassenforder, qui je crois justement est en ligne, travaille maintenant au CIRAD, et avec des partenaires de terrain du syndicat de rivière, du syndicat de la rivière Drôme. Et alors, en fait, on va parler d'un sujet particulier, c'est comment on peut impliquer des citoyens. Excusez-moi. Je vais me prendre une poussière. On va parler de comment on peut impliquer des citoyens à une forme d'expertise qui est celle des experts de la participation, en disant qu'il ne faut pas leur laisser toute la main et seulement la main à eux. Les citoyens ont aussi quelque chose à dire sur ce sujet-là d'expertise. Donc, pour remettre un peu les cadres de quoi je veux parler, donc je veux bien parler de la participation, finalement, qu'on dit des fois instituée. Enfin, c'est bien des institutions qui organisent la participation de citoyens. On dit citoyen aussi pour dire qu'on ne s'intéresse pas à la participation des parties prenantes, comme par exemple, là, je vais vous parler du domaine de l'eau, où il y a le domaine de l'eau, la gouvernance, elle est organisée autour de parlements de l'eau, qu'on appelle des commissions locales de l'eau, dans lequel, en fait, on met autour de la table des parties prenantes organisées, des représentants des usagers, avec aussi les services de l'État et les élus locaux. Donc, c'est pas de cela dont je parle, c'est vraiment tout en chacun, en fait, qui justement ne représente que lui-même. Et puis, je vais vous parler, dans le titre, il y avait aussi le terme d'ingénierie de la participation. Donc là, c'est vraiment tout ce qui organise le processus décisionnel, qui dit qui va être associé à la décision, à quel moment, pour faire quoi, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie de la participation. En général, elle est menée par un bureau d'études qui a été mandaté par un décideur local pour organiser cette ingénierie de la participation. Et celle dont moi je vais vous parler aujourd'hui et qu'on a appelée co-ingénierie de la participation, c'est justement quand cette ingénierie de la participation, elle n'est pas faite par un bureau d'études spécialisé, pas par des experts, mais elle est faite par un groupe d'acteurs beaucoup plus mixte, et dans notre cas même par les citoyens, par des citoyens. Et la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que ça apporte finalement de faire de cette co-ingénierie de la participation, donc d'impliquer les citoyens à cette ingénierie, qu'est-ce que ça apporte aux participants et puis aux gestionnaires? Et ça, on l'a testé sur un cas d'étude. Donc, le cas d'étude, c'est la vallée de la Drôme, un territoire plutôt rural sur lequel il y a des problèmes en eau depuis assez longtemps, ce qui fait que c'est le premier SAGE de France, schéma d'aménagement et de gestion des eaux, en 97, et qui est donc en gros c'est de la planification appliquée au domaine de l'eau, et ça c'est décidé par une commission locale de l'eau, dont je viens de parler, ce petit parlement de l'eau. Sur la Drôme, il y a aussi eu ce premier parlement de l'eau dès 1994. Et donc, ils ont élaboré plusieurs sages pour essayer de résoudre les problèmes, qui étaient beaucoup des problèmes quantitatifs, mais pas seulement. Et là où on arrive, nous, en tant que chercheurs sur le sujet, c'est un moment où euh, la commission locale de l'eau a permis de régler pas mal de problèmes, de mettre au moins tout le monde autour de la table, mais pas tous les problèmes. Et à un moment, vers les années quand arrivent en fait les débuts du changement climatique et qu'on sent qu'il va falloir faire encore plus d'efforts, notamment des efforts de sobriété, euh, le, le- le syndicat de rivière qui anime cette commission locale de l'eau se rend compte que c'est bien d'avoir des représentants des différents usages autour de la table, mais il y a des personnes qu'on manque un peu.
Par exemple, on manque les usagers d'eau potable. Or, on sait qu'il va falloir faire des efforts sur l'eau potable. On manque aussi un peu les riverains, les baigneurs, parce que qui les représente vraiment? Bref, en tout cas, on se dit, tiens, mais en fait, il va falloir qu'on touche davantage le citoyen dans ses pratiques de tous les jours, et on ne sait pas bien comment faire. Donc, puis on est à un moment aussi où la demande sociale de participation à l'élaboration des politiques publiques monte. Donc, en gros, le syndicat de rivière se pose cette question. Et nous, dans le même temps, du côté chercheur, eh ben, on se pose la même question en se disant, est-ce qu'on pourrait pas, dans nos méthodes de concertation, impliquer davantage le citoyen? Et c'est donc voilà, avec cette rencontre d'objectifs qu'on va mettre en place un projet européen qui s'appelait SPER, avec du côté de la recherche d'expérimenter des nouvelles méthodes et du côté du syndicat de rivière de se dire est-ce qu'on peut, en amont de la prochaine révision de notre SAGE, qui va être fait avec notre Parlement de l'eau, prévoir un dispositif qui permette aux citoyens de faire un peu le même travail, mais en amont pour qu'ils nourrissent le travail des représentants officiels. Donc voilà, ils l'ont défini comme ça en disant on veut permettre aux citoyens de faire des propositions concrètes sur les sujets relatifs à la rivière et de le présenter ensuite aux représentants de la clé pour qu'eux révisent le schéma d'aménagement. Donc ça, on l'a fait avec une méthode qui s'appelle couplage, qui est une méthode, voilà, je pense que c'est un peu les mêmes dont Pierre Leroy a parlé. Donc ça propose en fait un ensemble d'étapes et un ensemble d'outils qui permet d'associer les citoyens à différentes étapes d'une planification. Donc, je ne vais pas pouvoir détailler là, mais en gros, quand on l'a appliqué au cadre, ça a donné ce calendrier-là en disant on va préparer des règles de la participation, enfin, on va préparer un plan de participation, et ensuite, ce plan de participation, il va être en deux phases, une assez classique, une phase où on va faire un diagnostic de ce qui va pas, etc., et une phase de proposition d'action. Et toute cette matière-là, en fait, elle va être versée à la commission locale de l'eau. Et moi, ce dont je vais vous parler aujourd'hui seulement, c'est que de la phase d'élaboration du plan de participation. Et ça, on a développé un outil qui s'appelle Prépare. Et c'est de ça dont je vais vous parler parce que c'est assez original, en fait, dans les méthodes participatives. Donc, c'est vraiment l'idée que c'est avec les citoyens qu'on peut définir les objectifs de pourquoi ils vont participer, ces étapes, qui on va y associer, quand, avec quel rôle, et aussi comment on va réguler la participation. Alors, très concrètement, avec qui on l'a fait sur le cas de la Drôme? On l'a fait avec un groupe qui s'est lui-même nommé Groupe Débat sur l'eau. C'était un peu plus d'une quarantaine de personnes. On va voir ce processus. Surtout, c'est pas forcément ce que nous recommanderait en tant qu'experts, mais c'est un groupe le syndicat de rivière souhaitait ouvert, c'est-à-dire que n'importe qui pouvait venir participer et le groupe n'était pas forcément régulier dans le temps, ce qui pose d'ailleurs des soucis, mais c'était leur objectif premier, eux, était d'enrôler le maximum de personnes. Donc ces personnes-là, on les contacte, enfin on les informe sur leur démarche par une stratégie de communication que j'ai pas le temps de développer, mais qui est importante hein, dans le phénomène d'enrôlement. Et puis concrètement, qu'est-ce qu'on propose? On propose des ateliers avec une série d'étapes. Donc assez classique, voilà, assez classiquement, on va commencer par définir pourquoi on veut faire participer, donc les objectifs, à quoi on veut arriver avec la participation des citoyens, hein, une question qui est trop peu souvent posée. Après, on va se dire, mais c'est qui en fait quand on dit citoyen? En fait, on veut qui précisément? Est-ce qu'il y a des groupes sociaux qu'il faut viser plus particulièrement? À quoi on veut les faire participer? À quelle étape? Seulement au diagnostic, à l'élaboration aussi, à la proposition d'action, mais aussi peut-être à faire un plan d'action, voire à hiérarchiser les choses. Enfin voilà, à quelle étape? Et puis, du coup, quel va être leur rôle à chaque étape? Est-ce qu'ils sont là pour donner leur avis ou justement pour voter, par exemple, pour décider? Et puis après, on n'est pas, une fois seulement qu'on a décidé de tout ça, et ben en face, on met des outils ou des méthodes participatives qui répondent aux objectifs qu'on s'est fixés. Et on fait cette réflexion-là, on la mène avec des citoyens qui connaissent pas forcément ni le sujet de l'eau, ni le sujet de la participation, et c'est ça toute la difficulté. Donc concrètement, dans le cas de Drôme, on a pris 6 mois pour faire cette phase. Donc c'était particulièrement long. Bah, le temps d'informer sur la démarche, de recruter enfin de recruter, enfin voilà, d'essayer de toucher suffisamment de monde pour que les gens aient envie de venir participer. Ça s'est principalement organisé autour d'un premier atelier de 2 jours entiers, où en fait, dans un premier temps, on informe les personnes, notamment là, vous avez, ouais, je crois que c'est juste après, j'ai des exemples de comment on peut informer. On a fait des fiches pédagogiques pour expliquer les étapes possibles, les outils possibles, etc. Et puis faire discuter les personnes, etc. Et puis cette première ébauche, ensuite, elle a été retravaillée plusieurs fois.
par le même groupe ou par d'autres personnes, et tellement par d'autres personnes qu'à un moment, en fait, quand le plan commençait à être affiné, les gens de ce groupe, les participants de ce groupe débat sur l'eau se sont vraiment posé la question de leur légitimité, en fait, à décider d'un plan de participation. C'était quand même euh, très original pour eux. Et si bien qu'en fait, ils ont demandé à ce qu'il y ait plus de gens qui donnent leur avis. Et donc, on a organisé une consultation en ligne pour conforter, en fait, le fait qu'un certain nombre de personnes adhéraient à ce plan de participation. Et puis, il fallait le temps aussi de la discussion avec les décideurs. La commission locale de l'eau, que la commission locale de l'eau aussi s'engage à reconnaître ce travail qui allait être fait par les participants. Ça, c'est extrêmement important pour que ensuite, pour mobiliser en fait, pour que les gens s'engagent en sachant que ce qu'ils vont produire va servir à quelque chose. Donc voilà, là vous avez un exemple des fiches qui ont été utilisées et que vous retrouverez en ligne, hein, je vous donnerai toutes les références ensuite dans ce type d'atelier. Je vais peut-être pas aller plus loin parce que ce qui vous intéressait, c'était quoi? Je vous raconte un peu les apports et les limites. Et donc, qu'est-ce que ça a produit concrètement? Un plan de participation, des règles de participation, une charte de participation, je vous disais, hein, l'engagement en fait des décideurs de prendre en compte ce qui se passe, et puis aussi du suivi et évaluation qu'on a fait aussi de manière participative, mais là, j'en parlerai vraiment pas, c'est vraiment un autre sujet. Mais alors, qu'est-ce qu'on en tire en fait? Qu'est-ce que ça apporte et quelles sont les limites? Alors, on peut souligner quelques points. Sur la question de l'appropriation, en fait, deux choses. D'un côté, clairement, les personnes ont pris conscience des enjeux qui avaient à être associés à cette ingénierie. Parce que j'ai oublié dans mon introduction le point plus important, c'est pourquoi on se dit que c'est important d'associer les habitants à cette étape-là. C'est vraiment parce qu'en général, cette étape d'ingénierie, elle est non transparente et on fait croire que c'est une étape d'expert qui serait neutre. Or, en fait, c'est absolument pas neutre et c'est très important que ce soit transparent. Pour la question que les personnes adhèrent à ce qui est fait, pour qu'ils ne soient pas dans une position de défiance qui est très fréquente aujourd'hui envers soit défiance envers l'expertise, soit défiance envers les élus, et pour aussi qu'ils puissent donner leur avis à cette étape-là pour adapter, pour qu'elle soit pour qu'elles soient plus adaptées à leur territoire, à leur contexte, etc. Donc on se sert aussi de leur expertise, ce qu'on appelle l'expertise d'usage, en fait. Donc ça, ils s'en rendent compte en faisant cet exercice. Ils s'en rendent compte que finalement, c'est vraiment un sujet important de la participation que d'être associé à la méthode de participation. Mais dans un autre côté, ils sont aussi, nous on a observé, surtout que ça a été très long, les 6 mois, qu'il y avait quand même de la frustration de venir parler de la méthode, alors que avant tout, les personnes, elles sont là pour parler de l'eau. C'est pour ça qu'elles viennent. Elles veulent parler de choses concrètes. Et puis le fait que quand on parle de la méthode, ça devient vite abstrait. On a un langage aussi d'experts parfois jargonneux. Tout ça est quand même difficile. Et il faut vraiment le retravailler, etc. Donc, donc voilà, donc il y a eu ce deuxième point que je parlais sur le langage commun, c'est plutôt la question de la traduction, c'est-à-dire comment on passe d'un exercice qui est intellectuel à quelque chose qui peut devenir concret pour les personnes. Ce qu'on a observé aussi qui était très intéressant, c'est vraiment que l'implication, l'enrôlement du public dans cette démarche-là, qui va jusqu'à s'impliquer dans la recherche d'informations qui seraient nécessaires au-delà de ce que pendant les ateliers on apporte. Sur deux autres points, et c'est bon, je vais finir dans les temps. Sur la question de la régulation sociale, c'était aussi très intéressant qu'ils se rendent compte de l'intérêt qu'il y avait à poser des règles communes, mais aussi du fait que le collectif, en maturant, en fait, disons qu'on pouvait enfin, s'approprier ces règles et qu'ensuite on avait moins besoin de cadrer parce que le groupe devenait assez mature pour s'auto-cadrer. Là, c'était assez intéressant. La limite étant toujours la question de l'ouverture du groupe, puisque chaque fois qu'on rajoute une nouvelle personne, et puis il faut réexpliquer ou se remettre voilà, sur cette question des règles notamment. Et puis, le dernier point sur lequel on peut dire quelque chose, c'est sur la question des apprentissages sociaux et le sentiment d'appartenance à un groupe. Donc voilà, l'énorme avantage de cette ingénierie-là aussi, c'est qu'en fait, ça prépare le groupe pour ce qui va se passer après quand on va passer sur l'eau, quand on va travailler réellement sur l'eau. Donc on a un collectif fonctionnel qui démarre tout de suite. Et aussi, et ça c'est très propre à la méthode couplage qu'on met en place, on va avoir un groupe qui est plus autonome et plus dans la prise d'initiative, qui va faire des choses par lui-même et qui va être critique sur la méthode en permanence. Et donc finalement, cette ingénierie de la participation, elle va se poursuivre après. C'est-à-dire que tout du long, ces personnes-là vont être attentives à la méthode et vont proposer des propositions d'ajustement et c'est ce qui s'est passé. Euh, voilà. Et donc l'autre gros point, mais j'en ai déjà parlé, c'était de dire que ce qui est très important, c'est presque plutôt une condition, c'est l'articulation entre ce dispositif-là et la prise de décision, donc la gouvernance institutionnelle.
Et ma conclusion était donc que, ben voilà, on en a tiré des éléments sur si c'était à refaire, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Donc la durée était un peu longue. On peut probablement faire plus court. On peut aussi recentrer ce dispositif sur les endroits où il y a vraiment de la plus-value à associer les citoyens plutôt que sur l'ensemble des étapes. Par exemple, le choix des outils, finalement, est-ce que c'est vraiment aux citoyens de le faire? Ça peut-être laisser à des techniciens, alors que par contre, le travail autour des orientations de pourquoi on veut faire participer et qui on veut faire participer, ça c'est peut-être plus central. Euh, et puis voilà, faire durer la question de la co-ingénierie de participation dans la durée, ne pas le faire qu'en amont, mais tout au long d'un processus. Et ma conclusion étant voilà, c'est un dispositif qui avait été conçu à ce moment-là sur ce terrain et qu'il continue à être expérimenté, amélioré sur d'autres expériences. Et par exemple, on l'avait testé sur des questions d'urbanisme sur la commune de Saillon.